Vous avez bravé le chaud soleil pour atteindre un objectif. Vous avez fait des évaluations pour atteindre un objectif. Vous avez composé. Vous vous êtes exercé pour atteindre un objectif. Cet objectif, c'est le baccalauréat. Ce diplôme tant désiré provoque la peur, le stress, la phobie. Dites-vous que vous vous êtes bien préparé pour l'aborder sereinement. Que vous êtes prêt pour le déminer. Soyez positif. Concentrez-vous, laissez jaillir votre talent. Et vous sortirez, certes, vainqueur. Baccalauréat, baccalauréat. C'est vrai que le mot sonne ardemment dans l'oreille d'un candidat. Mais sachez qu'il reste un examen comme tant d'autres. Et puis, que n'avez-vous pas fait cette année? Quelle épreuve n'avez-vous pas subie? Pourtant, vous les avez tous démunis, vaincus. Alors, dites-vous que je vaincrai ce baccalauréat. Dites-vous que j'aurai ce diplôme avec éclat. N'ayez aucune pression sociale. N'ayez aucun doute en vos capacités. Ne pensez pas aux conséquences de l'échec. Soyez toujours positifs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans votre émission Parlons Éducation. Baccalauréat exige, raison pour laquelle le personnel de Diaobé TV s'est engagé à organiser cette émission d'une envergure, n'est-ce pas, capitale, afin de partager avec les élèves sur la philosophie. Je suis en compagnie de mon confrère, M. Diallo. M. Diallo, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Ba. Voilà, nous avons notre invité, M. Sow. M. Sow est un professeur de philosophie au lycée de Diaobé. M. Sow, bonsoir. Bonsoir, c'est bon. C'est un plaisir de vous accueillir ici sur Diaobé TV. Voilà, donc je donne la parole à Moustapha afin de pouvoir revenir sur le canevas de ce partage. Merci, M. Ba. Donc, le but de cette émission, il s'agira de faire un tour sur les points les plus saillants du programme de philosophie en classe de terminale et permettre aux candidats de bien affronter l'épreuve la philosophie. Donc, le canevas est ainsi libellé en 3 parties. Donc, la première partie, on va revenir sur retour sur la problématique de la définition de la philosophie. Et la deuxième partie sera l'impact de la philosophie dans ce monde dominé par la technoscience et particulièrement par l'essor de l'intelligence artificielle. Et en troisième partie, la méthodologie, ça veut dire au niveau de la dissertation et aussi au niveau du commentaire. Oui, Monsieur Ba. Voilà, merci beaucoup Moustapha. N'est-ce pas? C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Donc, Monsieur Sow, nous allons vous laisser le soin de vous présenter. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les éditeurs de Diaobé TV et effectivement, c'est M. Sow, professeur de philosophie au lycée de Diaobé. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous de venir ici, en tout cas, porter main forte effectivement à nos candidats. Donc, à nos portages, en tout cas, qui doivent subir l'épreuve de philosophie dès la première journée du baccalauréat. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez revenir, M. Sow, sur l'importance de cette discipline qui est la philosophie? Merci, M. Ba. Donc, cette discipline est vraiment d'une importance capitale parce que c'est d'abord la première épreuve de philosophie, la première épreuve du moins que les élèves vont affronter dès le premier jour. Auparavant, on faisait ce qu'on appelle les anticipés de philo. Mais maintenant, depuis quelques années en arrière, il ne s'agit plus d'anticiper la discipline de philosophie, mais maintenant il s'agit de faire ces disciplines au même moment que les autres matières. C'est pourquoi les élèves doivent en réalité accorder une grande importance à la préparation, surtout à l'épreuve de cette discipline. Alors, Moustapha? Voilà, merci M. Sow. Donc, ravi de vous accueillir ici sur ce plateau Diaobé TV, donc l'émission Parlons Éducation. M. Sow, on va relancer, on va aller au niveau
de la première partie. Ça veut dire, nous allons, au niveau de la première partie, retour sur la problématique de la définition de la philosophie. D'abord, tout en sachant que donc, on va aller à la première question. D'abord, qu'est-ce que la philosophie, M. Sow? Merci beaucoup. C'est une question extrêmement importante qui, en tout cas, dès le début donc, des études de philosophie, donc en quelque sorte, entre l'esprit de ceux qui font donc, la philosophie. Et c'est la question qu'on appelle la question des questions. C'est-à-dire la question centrale donc, de la discipline qu'on appelle donc la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? C'est une question assez complexe, n'est-ce pas? Du moins assez simple en nature, mais au fond, en réalité, c'est une question qui est assez complexe. Parce que tout simplement, donc, il est difficile d'avoir une réponse exacte à cette question, une réponse à laquelle tous les philosophes seraient tombés d'accord. Les raisons sont énormes, mais nous retiendrons particulièrement trois raisons qui font, n'est-ce pas, en sorte que la discipline philosophique est donc difficile à définir. La première raison, c'est que donc, il y a une énormité donc, de définitions attribuées donc, à la discipline philosophique. Il n'y a pas une seule définition. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, les philosophes, en donnant leur propre philosophie, en donnant leur propre définition, le font en partant des réalités de leur temps, mais également des problèmes de leur milieu. Ce qui va permettre à Hegel de dire, en quelque sorte, que la philosophie est fille de son temps. Cela veut dire tout simplement que le philosophe, pour mettre en place son système philosophique, pour mettre en place sa pensée, il l'établit en partant des réalités donc, de son temps et des problèmes de son milieu. Donc, c'est un point essentiel qui fait qu'en réalité, il y a difficulté donc, de définir la philosophie. Mais la deuxième raison consiste à dire que la philosophie n'a pas un seul objet d'étude. Aujourd'hui, si vous nous demandez par exemple qu'est-ce que les mathématiques, on va vous dire par exemple que les mathématiques, c'est une discipline qui étudie les nombres et les figures géométriques auprès des espaces. Si vous posez la question par exemple, qu'est-ce que la science, ou qu'est-ce que la biologie particulièrement, on va vous dire que la biologie est une discipline qui étudie donc l'être vivant. Si vous posez la question qu'est-ce que la chimie, on répondra que la chimie est une discipline qui étudie en réalité donc la matière, du moins qui étudie la matière. Mais qu'est-ce que la philosophie? Il n'y a pas une définition. Pourquoi? Parce que la philosophie ne s'intéresse pas à un seul objet d'étude. Au moment où les autres sciences s'intéressent à un objet d'étude, on peut le définir à partir de leur objet, à partir donc de ce dont ils s'occupent. Mais la philosophie, elle ne peut pas en réalité donc être encerclée autour d'un seul objet d'étude précis. Voilà une deuxième raison qui fait que la philosophie est difficile à cerner et difficile à définir de manière exacte. La troisième raison, c'est que les philosophes ne sont pas d'accord sur la notion. Il n'y a pas une définition sur laquelle les philosophes seraient tombés d'accord. Et c'est ce qui va en réalité amener Aristote à dire que les philosophes ne sont d'accord que sur leur désaccord. Donc la troisième raison, c'est qu'il y a un manque d'accord entre les philosophes, pas un consensus entre les philosophes. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que nous devons en réalité renoncer, vu ces difficultés-là, est-ce que nous devons renoncer à définir à la définition de la philosophie? En réalité, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est vrai qu'il y a des raisons qui expliquent un peu cette difficulté. Certains même vont aller jusqu'à invoquer l'impossibilité de définir la philosophie, ce que je ne ferai pas moi. Mais cela n'empêche pas qu'on peut au moins essayer de dire ce que peut être la philosophie. Alors, si nous tentons cette entreprise, donc nous irons en réalité à partir donc de l'étymologie du mot. Étymologiquement, nous allons dire que la philosophie vient de deux mots grecs, de deux vocables grecs, philia et sophia. Philia qui veut dire aimer ou amour, sophia qui veut dire sagesse. Donc, si on prend cette définition étymologique, on va dire que la philosophie signifie amour de la sagesse. Donc, qu'est-ce que donc le philosophe est en train de faire quand on dit que la philosophie est amour de la sagesse? Le philosophe est quelqu'un qui cherche le savoir et non pas quelqu'un qui le pose. Donc, la philosophie serait alors une tension vers la sagesse, une tension vers le savoir, vers la connaissance et non pas une possession.
C'est pourquoi en réalité, on va dire que la philosophie est une quête perpétuelle du savoir, est une quête perpétuelle du savoir. C'est ce qui découle donc de cette définition étymologique. Finalement, le philosophe n'est pas un savant, le philosophe n'est pas un érudit, n'est pas quelqu'un qui sait, mais c'est quelqu'un qui se définit par son absence de connaissance et qui maintenant, par la conscience de cette absence de connaissance-là, va maintenant vers la sagesse. C'est pourquoi Jean-Jacques Descartes définit la philosophie comme étant, définit l'acte de philosophie comme étant le fait d'être en route, en avançant sur philosophie, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que les réponses. Ça, c'est une définition, n'est-ce pas, de la philosophie. Mais il n'y a pas que cette définition. On peut avoir d'autres définitions également qui peuvent coller donc à la discipline philosophique. On pourrait la définir comme étant la totalité du savoir. Tout à l'heure, je vous ai dit que la philosophie n'a pas un objectif, ce qui veut dire qu'elle s'occupe de la totalité du réel. Finalement, la philosophie devient quoi? Devient connaissance de la totalité ou totalité de la connaissance. Ces définitions, en réalité, on retrouve donc dans la période de l'Antiquité, surtout de l'Antiquité grecque. Et Aristote va, dans ce sens-là, définir le philosophe comme étant celui qui possède le savoir dans la mesure du possible. Finalement, donc, on retient quoi? On retient que la philosophie renvoie à cette discipline qui vise à cerner la totalité du savoir, mais bien entendu, Aristote dit dans la mesure du possible. Il veut dire que le philosophe ne peut pas être un sage, mais il cherche à posséder, en tout cas, le maximum de connaissances possibles. C'est pourquoi dans l'Antiquité, on retrouvait des philosophes qui étaient à la fois des mathématiciens, à l'image de Platon, à l'image de Pythagore, à l'image de Thalès. On retrouvait des philosophes qui étaient des médecins, qui étaient des astronomes, n'est-ce pas? Donc la philosophie donc, peut être en tout cas entendue comme étant donc, cette discipline qui tend à saisir, à cerner donc, la totalité du savoir. C'est également une deuxième définition qu'on peut avoir. Mais il n'y a pas que ces définitions. On peut avoir aussi la définition donc, de la philosophie en tant qu'attitude critique, qui est principalement la définition en tout cas la plus courante. Cette définition, effectivement, n'est-ce pas, qui montre que le philosophe, dans sa quête de savoir, s'arme en tout cas de critique, s'arme de doute. Donc il est doté de ce qu'on appelle un esprit de doute, qui n'est pas celui d'esprit de critique. Parce que dans ce sens-là, il faudrait faire la nuance entre l'esprit critique et l'esprit de critique. Le philosophe est doté d'un esprit critique. Là, il questionne, il doute, il n'accepte pas de sitôt, mais il tente d'abord d'analyser les choses avant donc de les accepter. C'est pourquoi donc il fait preuve de doute, il fait preuve d'esprit critique. En revanche, celui qui est doté d'un esprit de doute ou de l'esprit de critique, lui, il fait pour le simple plaisir de critique. Donc celui-là, il n'est pas philosophe. C'est pourquoi toute critique n'est pas philosophique. Tout doute aussi n'est pas forcément philosophique. Et là, je pense que les élèves le savent en réalité que tout doute n'est pas philosophique, mais en réalité, le seul doute qui est philosophique, c'est le doute qu'on appelle le doute méthodique, le doute qui vous permet de rompre d'abord le jugement et qui vous permet d'aller vers la quête de la vérité pour que vous puissiez en tout cas prendre maintenant position. Voilà une troisième définition. On pourrait même envisager une quatrième définition, une quatrième tentative de définition, n'est-ce pas? Parce que la philosophie pourrait être apparentée à ce qu'on appelle une manière de vivre. Une manière de vivre, un art de vivre. Dans ce sens-là, il faut comprendre que la philosophie n'est pas simplement une attitude critique, mais c'est un comportement. La philosophie est un savoir-vivre. La philosophie est un art de vivre. Donc c'est un comportement, c'est une conduite. C'est pourquoi dans ce sens-là, on dirait que la philosophie donc, est une vision du monde. Et là, on pourrait retrouver donc, des exemples ou des illustrations à travers donc, les philosophes donc, les stoïciens, les épicuriens et même des philosophes un peu plus récents, n'est-ce pas, en l'occurrence Emmanuel Kant. Par exemple, chez les stoïciens, la philosophie est prise comme étant un art de vivre, en ce sens où elle nous procure en réalité un ensemble de conduite morale. Si, n'est-ce pas, on s'occupe strictement des stoïciens, par exemple, ils nous enseignent quoi? Ils nous enseignent que ce qui arrive nécessairement. Il n'y a pas possibilité de changer le cours des événements.
Parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses aussi qui ne dépendent pas de nous. Si ce qui ne dépend pas de nous, tel que la mort, tel que l'enfermement, tel que la maladie nous arrive, il faut en réalité avoir le courage d'accepter de supporter. C'est pourquoi ils ont une certaine devise qui dit ceci, abstiens-toi et supporte. C'est pourquoi en réalité, la philosophie donc, dans ce sens-là serait une manière de vivre. On pourrait retrouver donc cette définition de la vie comme art de vivre chez également les épicuriens qui nous enseignent en réalité donc en quelque sorte de hiérarchiser donc les besoins. Savoir qu'il y a des besoins qui sont nécessaires, mais des besoins également qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas naturels et qui ne sont pas nécessaires. Et de chercher maintenant pour mieux vivre, pour bien conduire en tout cas sa vie, chercher donc à satisfaire les besoins naturels nécessaires et les besoins naturels nécessaires avec modération. Donc, bref, la philosophie peut avoir plusieurs définitions. La philosophie comme amour de la sagesse, la philosophie comme totalité du savoir, la philosophie comme activité critique, n'est-ce pas? Mais également la philosophie comme art de vivre. Voilà en gros donc, ce qu'on peut retenir donc, de la philosophie. Voilà, merci M. Sow. Je laisse la parole à M. Ba pour le lancer éventuellement d'autres questions sur ce point-là. Merci beaucoup Moustapha, merci beaucoup M. Sow pour la clarté de ces réponses. Alors donc, quand on se fie à votre réflexion, on peut dire que donc on ne peut pas avoir une définition universelle de la philosophie. Alors, une question. Est-ce que la philosophie a une utilité pratique? Merci. Si la philosophie a une utilité pratique, c'est se demander en réalité l'importance de la philosophie, surtout dans ce monde dominé par la technoscience et particulièrement par l'essor, l'avènement aujourd'hui de l'intelligence artificielle, effectivement. Donc, vous savez, à cette question, il y a d'abord une opinion commune qui se dégage. Et cette opinion commune soutient que la philosophie, elle ne sert absolument à rien. Ça, c'est le point de vue de ce qu'on appelle, ce que nous, dans notre jargon, nous appelons le sens commun, ou l'opinion. N'est-ce pas? L'homme de l'opinion ou l'homme du sens commun considère en réalité que la philosophie est absolument inutile dans la mesure où elle ne nous apporte pas des réponses pratiques pouvant nous permettre d'améliorer nos conditions de vie matérielles, je dis bien. Parce que selon le sens commun, ce qui est pratique, ce qui est important ou ce qui est utile, c'est ce qui est susceptible donc de produire des résultats pratiques et pour des effets matériels. Ce qui n'est pas le cas en réalité pour la philosophie. Donc ça, c'est une idée qui se dégage et qui soutient que donc, la philosophie donc, est absolument inutile. Mais l'inutilité de la philosophie est encore, en tout cas, renforcée chez le sens commun, surtout par ce qu'on appelle la mésaventure de Thalès. Donc Thalès a eu une mauvaise aventure. Quelle est cette mauvaise aventure? C'est que l'histoire nous rappelle, nous enseigne que Thalès, parce qu'il était également un astronome, donc il observait le ciel, en marchant, il observe le ciel, en observant le ciel pour comprendre le mouvement des astres, Thalès a eu la malchance, le mauvais sort de tomber dans un puits. Et à côté, il y avait une serpente de Thrace qui se moquait de Thalès et se demandait, mais pourquoi Thalès, en réalité, ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas comprendre ce qui se trouve en réalité devant lui, il cherche à comprendre ce qui se trouve ailleurs. Alors, cette mésaventure de Thalès nous enseigne que la philosophie, ou que les philosophes sont des rêveurs, en tout cas, ou que la philosophie est un simple bavardage, que la philosophie en réalité est une simple contemplation, une simple spéculation sans une considération pratique. Cependant, devons-nous pour autant penser que la philosophie elle est inutile pour ces considérations-là? En réalité, nous avons la réponse chez le philosophe camerounais Marcien Troa, qui dit tout simplement que demander à la philosophie de construire des ponts, des bâtiments ou de guérir des maladies, ce serait demander à la philosophie de se suicider et d'être autre chose que de la philosophie. C'est la philosophie elle-même qui commence d'abord par reconnaître son inutilité.
Mais quelle inutilité? C'est une inutilité matérielle. Ce qui veut dire quoi? Que l'utilité de la physique n'est pas à mesurer à l'aune de ses satisfactions matérielles. Que la philosophie n'a pas pour ambition de produire des résultats matériels pour changer peut-être les conditions de vie des êtres humains dans ce sens-là. Mais la philosophie peut avoir d'autres utilités et c'est là où c'est important. Quelles sont ces utilités? C'est que la philosophie est une discipline qui nous enseigne à questionner le monde, qui nous enseigne en réalité à interroger le monde, parce que, comme le dira Justin Gade, le monde est quelque chose d'inexplicable. Regardons actuellement ce qui se passe avec le conflit israélo-palestinien ou entre l'Iran et l'Israël. Et maintenant, même les États-Unis, n'est-ce pas, d'une certaine façon, n'est-ce pas? Donc, finalement, on se demande qui sommes-nous? Donc, en quelque sorte, la notion de l'être humain devient quelque chose d'absurde. On ne se comprend pas, on ne comprend plus qui est qui. Ceux qui sont censés en réalité de protéger les gens, ceux qui sont censés en réalité, parce qu'ils possèdent la mainmise, ils possèdent la force, ils sont censés en réalité de calmer les choses, on dirait que ce sont ces gens-là qui sont en train d'allumer les feux. N'est-ce pas? Ce qui veut dire donc le monde devient quelque chose d'inexplicable. C'est pourquoi Justin Gade dit que le monde est quelque chose d'inexplicable, de mystérieux et d'énigmatique. Donc le philosophe est dans cet élan de questionnement du monde, et dans cet élan de recherche de cette compréhension du monde qui lui permettra de vivre de manière éclairée et de savoir à qui et à quoi se fier. C'est pourquoi donc on va dire que la philosophie a une utilité d'ordre intellectuel parce que tout simplement elle éveille l'intelligence, elle nous permet donc de garder intact notre sens de l'étonnement, comme dira effectivement Bertrand Russell, parce qu'à défaut de nous produire des vérités certaines, la philosophie en réalité elle agit comme dit Bertrand Russell, notre sens, le champ de la recherche, mais également elle garde intact notre sens de l'étonnement. Finalement, en quoi la philosophie est-elle utile? C'est dans la mesure où elle nous permet de questionner le monde afin de le comprendre, de garder notre sens de l'étonnement, d'avoir la capacité de toujours s'étonner, mais également dans le fait que la philosophie nous enseigne comment mieux vivre. Tout à l'heure, je vous ai dit que la philosophie est un art de vivre, elle est un comportement. Donc, dans ce sens-là, la philosophie est utile, mais pas du point de vue matériel, plutôt du point de vue spirituel. Voilà en quoi la philosophie serait utile. Mais je voudrais aborder un autre point relatif surtout à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'a pas besoin de prouver sa présence dans le monde. Tout le monde sa présence ou bien sa domination ou son essor saute aux yeux de tout le monde. Donc tout le monde sait combien de fois aujourd'hui l'intelligence artificielle fait des percées, fait des avancées. Mais en même temps, en posant des avancées, il y a à côté des inconvénients. Et cela, ces inconvénients relèvent de la démarche de l'esprit scientifique ou de la science ou de la technoscience elle-même. Parce que de la même manière, ou bien de la même façon qu'elle produit des résultats utiles, la technoscience, de la même manière qu'il y a à côté des inconvénients. Et si nous interrogeons pour l'histoire, en réalité, nous nous rappelons de la Seconde Guerre mondiale où, en réalité, on a lancé des bombes atomiques, n'est-ce pas, à Hiroshima et à Nagasaki. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, surtout à travers les téléphones portables, est en train de développer de mauvais comportements, de mauvaises habitudes chez l'être humain. Finalement, on ne reconnaît plus qui est qui. C'est pourquoi en réalité, la philosophie est interpellée pour faire ce qu'on appelle, pour être ce qu'on appelle, ce que Vladimir Jean-Denis appelle être la police de la science. Être la police de la science, c'est veiller sur la science, c'est veiller sur les buts de la science, dire à la science, à cette intelligence artificielle-là, si elle commence à dérailler, de lui dire attention, stop.
Donc là où vous voulez aller, ce n'est pas la bonne conduite. C'est pourquoi en réalité, la philosophie elle devient quelque chose d'important, d'actuel d'ailleurs, parce que c'est le temps qui nous amène, donc qui nous demande de questionner le monde, qui nous demande de nous poser des questions, surtout d'ordre métaphysique, telles que qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous. Et c'est pourquoi en réalité, c'est pourquoi je me dira que le temps actuel témoigne la preuve d'une préoccupation métaphysique vivace. C'est le fonctionnement du monde, l'absurdité de la vie qui amène, qui fait que la philosophie, elle devient nécessaire, elle devient plus que d'actualité. Voilà pourquoi donc la philosophie, elle est intéressante, elle est toujours d'actualité, surtout dans ce monde dominé par la technoscience. Merci. Voilà, une autre question. Comme vous avez eu à évoquer la philosophie et l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle peut-elle vraiment penser comme un être humain? Merci. Vous savez que l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine qui est transposée maintenant dans des machines. Donc, c'est l'ensemble de ces informations-là que nous obtenons, ces informations portant sur le raisonnement, sur la position, etc., n'est-ce pas, que nous obtenons à travers donc, ces machines dans lesquelles nous transposons donc, notre intelligence. Et on dira que c'est quelque chose même de culturel, parce que c'est l'homme qui a mis ça dans ces machines. Aujourd'hui, nous assistons donc à des percées de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pour analyser des données en un temps record. L'intelligence artificielle aujourd'hui, surtout avec cette application que les élèves utilisent tant, mais que je leur, n'est-ce pas, déconseille, parce que tout simplement, ce n'est pas tout ce qui est dans ChatGPT qui est forcément vrai. Ou bien ce n'est pas tout ce qui est dans l'intelligence artificielle qui est forcément vrai. Qui est derrière l'intelligence artificielle? C'est l'homme. C'est l'homme qui vient là-bas, même dans Google. Les élèves l'appellent communément tonton Google. Mais tonton Google, qui est derrière? Mais c'est l'homme. Or, l'homme se définit par nature, par son imperfection. Il ne peut pas en réalité avoir toute, n'est-ce pas, la possibilité de donner des réponses à toutes les questions. Ce qui veut dire en réalité donc, que l'intelligence artificielle n'est pas parfaite. Elle est imparfaite. Donc, étant imparfaite, elle ne peut pas penser de la même manière que l'être humain. Parce que l'homme pense non seulement par la raison, mais il pense aussi par ses sens, il pense par le cœur, par la foi. Or, l'intelligence artificielle n'est pas dotée de sens, n'est pas dotée en réalité aussi de foi. Il est doté donc de cette capacité superficielle ou artificielle, humaine, qui est nommée l'intelligence. Donc, dans ce sens-là, l'intelligence artificielle ne peut pas prendre cette place de l'homme dans le cadre de la réflexion, dans le cadre de la prise de décision. Et c'est ce qui va, n'est-ce pas, amener un ami, en tout cas un frère, un camarade, un promo avec qui j'ai partagé donc, une classe, n'est-ce pas, au collège, a écrit un texte sur l'intelligence artificielle pour montrer que l'intelligence artificielle ne peut jamais remplacer donc, la place de l'homme, ne peut jamais remplacer l'homme. Je peux nommer donc le doctorant, en tout cas, Wamanga Sow, qui effectivement est à l'IGD. Donc, Boussou a montré de façon pertinente que bien que l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, a fait donc des preuves, bien que l'intelligence artificielle a des avantages, mais ces avantages ne suffisent pas pour qu'elle puisse prendre la place de l'être humain. Parce que tout simplement, l'intelligence artificielle ne peut pas sentir la douleur. L'intelligence artificielle ne peut pas, n'est-ce pas, avoir la même attitude que l'être humain pourrait avoir face à une situation désastreuse, parce que l'homme sent, l'homme manifeste une certaine compassion, n'est-ce pas, une certaine tristesse à l'égard de ses semblables qui sont dans la rue, qui sont sinistrés par exemple. L'intelligence artificielle ne peut pas le faire. Donc, Sow montre en réalité que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer la place de l'homme, parce que l'intelligence artificielle n'est pas dotée de foi, n'est pas dotée de sens, n'est pas dotée donc de cette faculté donc de l'être humain qui lui permet donc au moins de sentir en tout cas la compassion, de sentir, comment dirais-je, le besoin donc d'aider son proche,
du destin prochain. Parce que tout simplement, ce qui est de l'influence, c'est l'être humain. Tant qu'il n'y a pas peut-être quelque part un déclic, l'intelligence artificielle ne fonctionne pas. Soit il faut que ça soit programmé, soit il faut que quelqu'un vienne pour au moins donner un déclic et que ça compte et que ça fonctionne. Dans ce sens-là, l'intelligence artificielle ne peut jamais prendre la place de l'être humain. Et par ricochet, ça ne peut pas penser de la même manière que l'être humain. Ou ça ne peut pas recourir les mêmes capacités de réflexion ou les mêmes capacités de pensée ou les mêmes facultés de pensée dont dispose l'être humain. Voilà, merci beaucoup, M. Sow. Donc je pense que c'est important. Donc, chers élèves, chers candidats au baccalauréat, donc d'après l'explication de M. Sow, il en ressort un conseil alors sur l'intelligence artificielle. Donc tantôt M. Sow a dit que derrière l'intelligence artificielle, il y a l'homme. Et l'homme, vous savez très bien que l'homme est imparfait. Alors donc méfiez-vous de l'intelligence artificielle car il y a des erreurs, n'est-ce pas, là-dedans. Alors, on va continuer, vous êtes toujours en notre compagnie sur le partage philosophique. Alors je pense que M. Diallo, je peux vous laisser la parole. Si vous avez des questions. Voilà, donc relancer un peu sur les questionnements, sur la philosophie toujours. Certains candidats ont toujours des problèmes sur certaines définitions de certains termes, surtout au niveau de la liberté. Selon vous, qu'est-ce que la liberté? Oui, c'est un thème passionnant qui se trouve dans le domaine 2, donc particulièrement dans le domaine 2 du programme de philosophie intitulé La vie sociale. La notion de liberté, elle est assez vague, elle est assez, en tout cas, complexe donc à cerner. Et au départ, il y a Paul Valéry qui dit que la liberté, c'est un de ces détestables mots qui ne soulève plus de débats qu'il n'en résolve. C'est-à-dire qui soulève plus de questions qu'il n'apporte de solutions, de réponses. Si Paul Valéry le dit, c'est pour montrer qu'en réalité, toute la complexité de cerner la notion de liberté. Parce que, selon en réalité une perspective communément admise, la liberté, n'est-ce pas, désigne la capacité que l'homme a d'agir conformément à sa volonté et sans aucune contrainte extérieure. Ce qui veut dire donc que l'homme est libre dans la mesure où il ne subit aucune influence extérieure. Mais nous tous, nous savons qu'une telle liberté est difficile à avoir dans ce monde. Surtout que nous vivons donc dans un contexte social où il y a des normes à respecter, ou bien nous avons des contraintes naturelles, n'est-ce pas? Par exemple, les contraintes de notre corps, les contraintes liées au climat, n'est-ce pas? Si peut-être ce n'était que de notre volonté, on allait vivre que dans un endroit où il y a des climatiseurs, où il y a, etc., où il y a la fraîcheur, où il y a le froid. Malheureusement, nous sommes contraints de faire avec parce que tout simplement, nous subissons les contraintes climatiques, ce qui nous amène donc à ne pas pouvoir toujours faire ou vivre selon notre volonté, ce qui nous amène donc à ne pas pouvoir agir selon donc nous voulons, selon notre volonté. C'est pourquoi une telle définition demeure une définition absurde, une définition très limitée. Alors, si ce n'est pas la liberté, qu'est-ce que peut être la liberté? Alors, tout à l'heure, je vous disais que c'est assez complexe. Ce qui a amené Paul Valéry à dire que la liberté, c'est un de ces détestables mots qui soulève plus de débats qu'il n'en résolve. Alors, la liberté, dans ce sens-là, pourrait être entendue de diverses manières. On pourrait définir la liberté comme étant le fait d'agir conformément à sa raison. Parce que si nous vivons dans un contexte social, nous aussi, on sait en réalité qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, des choses que la raison n'accepte pas. On ne peut pas faire comme un enfant, n'est-ce pas? Un enfant, s'il a besoin de faire ses besoins, de régler ses besoins, il n'attend personne. Il peut le faire sous les jambes de sa maman, sur le lit, etc. N'est-ce pas? Mais l'être humain, il sait qu'en réalité, étant un être raisonnable, un être doté de raison,
il ne faut pas faire tout ce qu'il veut, donc sans contrainte. Dans ce sens-là, il doit écouter sa raison, il doit faire en sorte qu'il soit conformé donc à sa raison, en faisant ce que lui dit la raison. Parce qu'il y a de ces choses-là qu'on ne les accepte pas, la raison ne les accepte pas. C'est pourquoi Descartes dira donc dans ce sens-là que être libre, c'est agir conformément à l'autorité rationnelle, c'est-à-dire à l'autorité de la raison, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est une définition de la liberté qui n'est pas également, communément, qui n'est pas admise de manière universelle. Parce que tout simplement, on ne peut pas toujours écouter sa raison ou faire tout ce que notre raison nous dicte, surtout dans un contexte social marqué donc par l'existence de normes et peut-être par l'existence de lois, n'est-ce pas? Donc quand nous sommes dans l'État. Alors dans ce sens-là, qu'est-ce qui pourrait être la liberté? La liberté serait dans ce sens-là le fait de se conformer donc, aux normes sociales établies, d'agir conformément aux normes, d'agir conformément dans le cadre de l'État, d'agir conformément donc aux lois qui sont établies par le peuple. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lois, il y a des philosophes qui considèrent comme Jean-Jacques Rousseau, comme Thomas Hobbes, les penseurs du contrat social, qui considèrent que les lois auxquelles on se soumet, ce ne sont pas des lois qui sont extérieures. Ce sont nos propres lois à nous que nous obéissons. Nous n'obéissons à des lois nous n'obéissons pas à des lois qui nous sont étrangères, mais nous obéissons à des lois qui nous appartiennent à nous. Pourquoi? Parce que dans le cadre donc, de l'État, dans le cadre de ce que Rousseau appelle le contrat social, ce sont les citoyens qui acceptent de se départir de leur pouvoir, qui acceptent de se départir de leur force, de leurs droits, pour confier ça à un souverain, et en revanche, ce souverain-là est chargé donc de leur garantir donc, la liberté, mais en mettant en place des lois. Parce que dans l'État, personne ne peut faire tout ce qu'il veut. Il y a des lois qui sont là, et ces lois sont chargées maintenant de garantir à chacun la protection, mais aussi la liberté. Alors, lorsque nous confions nos forces aux souverains, et que ces souverains-là mettent en place des lois, ces lois-là ne sont pas des lois qui nous sont étrangères. Ce sont des lois qui nous appartiennent parce que c'est nous qui avons accepté de confier donc notre matériel de la force aux souverains. C'est nous qui avons accepté de le prendre, de le choisir en tant que guide, en tant que modèle, en tant que garant donc, de notre liberté. Donc, s'il y a des lois qui nous sont proposées, ces lois ne sont pas extrêmes, donc nous devons les obéir. C'est pourquoi Rousseau nous dit là donc l'obéissance aux lois conseillées prescrites est liberté. Qu'est-ce qui n'est pas liberté ou qu'est-ce qui est esclavage? Il dira c'est le fait d'agir conformément à tes appétits. C'est pourquoi il dit l'impulsion du seul appétit est esclavage. L'obéissance à la loi conseillée prescrite est liberté. Voilà en quelque sorte ce qu'on peut entendre aussi par liberté. Bien qu'il peut y en avoir d'autres définitions, mais de façon résumée, donc voilà ce qu'on peut noter donc, de manière essentielle sur la définition de la liberté. Voilà. Merci beaucoup, M. Sow. On poursuit jusqu'à présent avec, comme on a évoqué, le domaine liberté. Alors je pense que la liberté peut être abordée sous différentes angles. Bien sûr. On a liberté déterminée, on a liberté morale, liberté politique et liberté comme libre arbitre. Est-ce que vous pouvez en revenir plus en Effectivement, la liberté est déterminisme. Quand on parle de déterminisme, c'est que les êtres humains sont des êtres déterminés. L'homme est un être déterminé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a en quelque sorte des influences qui sont là, qui nous amènent à nous comporter d'une certaine façon qui n'est pas conforme à notre volonté. Et peut-être nous allons penser que c'est de notre volonté, mais au fond, il y a des choses qui nous déterminent. C'est pourquoi Spinoza va dire que les hommes se croient libres pour ces seules choses qui sont conscients de leurs actions, mais ignorant des causes pour lesquelles ils sont faits agir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les gens se pensent libres parce qu'ils sont dotés de la conscience, de la raison. Cependant, au fond, ils ne savent pas qu'il y a des contraintes physiques, naturelles, psychologiques, sociales, n'est-ce pas, qui le déterminent. Pourquoi? Parce que si j'ai envie peut-être de toucher le fond de ce plafond, je ne peux pas parce que je suis déterminé, je suis limité. Je suis un être limité. Ce n'est pas la liberté de faire ce que je veux ici, n'est-ce pas?
Si également avec le crime qui est en train dans ce moment, n'est-ce pas, qui est là, donc si en tout cas, je n'ai pas envie de le faire, mais je suis obligé donc de faire avec, parce que je vis dans un contexte social où vraiment donc je ne suis pas maître donc de la société. Donc je dois répondre, je dois agir en conformité avec les normes sociales. C'est ça, donc c'est pourquoi donc il y a ce qu'on appelle des contraintes sociales. On appelle le déterminisme social, déterminisme naturel ou physique. Il y a également ce qu'on appelle le déterminisme psychologique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en quelque sorte que l'homme n'est pas toujours conscient de ses actions. Si on dit qu'il est libre parce qu'il est conscient de ses actions, en réalité, une telle définition de la liberté est absurde. Une telle définition de la liberté est liée dans la mesure où l'homme n'est pas toujours conscient de ses actions. Parce que tout simplement, quelque part en lui, il y a des forces obscures qui sont là, qui sont motivées en quelque sorte par l'inconscient et qui fait en sorte que l'homme agit non pas en conformité à sa volonté, mais qui agit sous contrainte extérieure, sous contrainte psychanalytique ou sous contrainte psychologique. Et c'est là où Freud dit que le moi n'est pas toujours maître dans sa propre maison. C'est-à-dire que l'homme n'est pas toujours conscient de ses actions. Et n'étant pas toujours conscient de ses actions, il ne peut pas être toujours libre. Donc il est déterminé. Donc voilà en gros le rapport qui existe entre liberté et liberté. Dans ce sens-là, qu'est-ce que c'est la liberté dans son rapport avec le La liberté serait quoi? Serait donc le fait d'obéir ou de se soumettre aux lois de la nature, ou bien aux lois sociales, aux normes sociales établies, ou bien le fait de savoir qu'en réalité, nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Effectivement. Voilà. Donc on a évoqué liberté et déterminisme, la liberté et politique. Puis la liberté et politique, c'est en quelque sorte le rapport entre la liberté et l'État, n'est-ce pas? On parle de du rapport entre liberté et État. C'est de se poser la question de savoir si l'État garantit la liberté ou si l'État constitue un obstacle à notre liberté. Deux questions, deux problématiques qui se dégagent. L'État constitue un garant de la liberté ou l'État constitue en réalité un obstacle à la liberté. Maintenant, quand on parle de l'État comme garant de la liberté, c'est ce qu'on appelle maintenant une liberté politique. Okay. Mais comment l'État garantit la liberté? Je pense que tout à l'heure, donc je suis revenu, n'est-ce pas, sur ça, c'est en mettant en place des lois. C'est en mettant en place des lois. Dans ce sens-là, qui ne respecte pas les lois n'est pas libre. Parce qu'il est contraint d'agir, sinon il sera sous sanction, sous punition. N'est-ce pas? Dans ce sens-là, c'est quoi être libre? Être libre, c'est se conformer aux lois établies. Et c'est d'ailleurs ce qui va motiver Rousseau à dire qu'il n'y a point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Il précise, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté. Parce que ce sont les lois qui protègent les citoyens, qui leur permettent donc de faire au moins dans les limites définies par la loi ce qu'ils veulent. Mais il ajoute autre chose en disant ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que personne ne peut être au-dessus des lois, que personne ne peut avoir le droit d'enfreindre donc les lois. Ce qui veut dire qu'en réalité, les gouvernants eux-mêmes, ils sont soumis aux contraintes des lois. Donc ils doivent agir, doivent mener leurs actions politiques en respectant ce que dit loi. C'est dans ce sens-là qu'on va parler d'un état de droit. Dans ce sens-là, la liberté n'est possible que dans un état de droit où non seulement les citoyens respectent les lois, mais également ceux qui gouvernent agissent ou gouvernent en fonction donc des lois établies. C'est pourquoi Rousseau vous dit donc qu'il n'y a pas de liberté sans loi ni où quelqu'un est au-dessus des lois. De la même manière, Montesquieu nous dira, dans le même sens, que la liberté consiste à... La liberté, c'est le droit, effectivement, de faire tout ce que les lois permettent. Être libre, alors, c'est se conformer aux lois. Être libre, c'est agir en fonction des lois. Être libre, c'est avoir la capacité ou c'est savoir que je ne peux pas faire ce que les lois ne me permettent pas. Donc, si je veux être libre, je dois en tout cas mener mes actions dans les limites définies par la loi. Pourquoi? Parce que je possède une liberté, les autres aussi possèdent leur liberté. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi George Farwell va dire quoi?
je ne suis pas venu à dire tout simplement que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Oui. Nous sommes dans un état. J'ai ma liberté, vous avez votre liberté, les jeunes également ont leur liberté. Donc je ne peux pas faire tout ce que je veux. Si je tente de le faire, j'empiéter sur la liberté des autres. C'est pourquoi finalement, la liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on peut, mais simplement en obéissant donc les lois. Et c'est ce qu'on appelle donc la liberté politique. Okay. Merci beaucoup, Moustapha. Voilà, donc merci M. Sow. Vraiment, vos réponses sont vraiment claires. Pour ne pas empiéter un peu avec le temps qui file, on va aller sur la troisième partie. Oui, sur la méthodologie. Effectivement, on va aller d'abord sur la dissertation. M. Sow, sur la dissertation de vos questions sur ça. Voilà. Merci beaucoup, Moustapha. Donc, nous sommes toujours avec M. Sow, professeur de philosophie au lycée de Georgia. Donc, comme l'a si bien dit Moustapha, nous abordons, n'est-ce pas, le domaine intitulé dissertation. Alors, M. Sow, comment réussir une bonne dissertation philosophique? Merci, c'est une question extrêmement importante dans la mesure où c'est la première épreuve d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est le premier sujet qui s'affiche donc sur l'épreuve effectivement donc de philosophie. Et les élèves en réalité trouvent parfois des difficultés donc à aborder donc cette épreuve de la même manière que le commentaire de texte. Réussir la dissertation, ce n'est pas difficile, même si ce n'est pas aussi facile aussi. N'est-ce pas? Pour réussir d'abord cette épreuve, il faudrait d'abord donc avoir une bonne maîtrise de la langue. L'élève doit avoir la capacité donc de s'exprimer correctement, n'est-ce pas, dans la langue française, parce que nous ne philosophons pas en langue locale, nous philosophons donc dans la langue française, naturellement. Ce qui veut dire que les élèves doivent avoir la capacité de s'exprimer correctement donc en France. Enfin, ça c'est une exigence. L'autre exigence, c'est le respect de la méthodologie. La dissertation n'est pas un moment d'érudition, c'est-à-dire de montrer les connaissances que l'on a. Ce n'est pas un moment où, en réalité, nous avons l'occasion de restituer tout ce que nous avons, en tout cas, appris concernant donc, le domaine de la philosophie. D'ailleurs, on dit souvent aux élèves que la dissertation n'est pas un exercice de restitution. Ce qui veut dire que celui qui restitue effectivement le cours, il risque en réalité de faire non pas une dissertation, mais une exposition. Une exposition, oui, effectivement. N'est-ce pas? Donc, il faut agir en conformité avec le canevas, n'est-ce pas, qu'on doit attendre en tout cas de l'élève relativement donc au sujet de dissertation. Vous avez votre sujet de dissertation, mais interrogez-vous d'abord sur quoi nous parle-t-on dans ce sujet. Après avoir identifié donc ce dont on parle, le thème, n'est-ce pas, développé dans le sujet, maintenant, essayez, n'est-ce pas, par une sorte de reformulation, à dire autrement ce que le sujet est en train de dire. N'est-ce pas? Ça, c'est un travail préalable. C'est un travail préalable. Et dans ce travail préalable-là, l'élève est appelé en réalité à faire ce qu'on appelle une conceptualisation, à définir les concepts du sujet. Et c'est cette conceptualisation-là, cette définition des concepts qui va permettre à l'élève de mieux reformuler le sujet. S'il reformule le sujet, ils vont avoir en réalité donc maintenant là, le fil qui va leur permettre maintenant de commencer donc la dissertation, de commencer surtout la première partie. Des choses à éviter, mais également des conseils donc à prendre en compte. Ne pas s'adonner à la répétition du cours, ne pas s'adonner également à une simple exposition d'idées, n'est-ce pas, portant sur le programme de philosophie, articuler sa réflexion autour de la question centrale posée par le sujet. Cela vous permettra, ou cela permettra à l'élève de ne pas faire ce qu'on appelle un hors sujet, ou bien de faire ce qu'on appelle des digressions. De dire des choses qui n'ont aucun rapport avec le sujet. Respecter également donc le plan.
Parce que dans le plan, vous avez fait une promesse. Vous avez fait une promesse. Si vous avez fait cette promesse, elle est à respecter. Vous avez dit dans un premier temps, nous allons montrer que la philosophie est une activité de réflexion personnelle ou une activité critique. Et dans un second temps, nous démontrerons ou nous allons prouver que la vie peut être aussi, on a démontré que la vie peut être aussi, ou que la vie ne s'arrête pas donc, à l'activité critique, qu'elle peut être aussi, on a démontré qu'elle peut être aussi une totalité du savoir. Alors, si vous êtes dans votre développement, commencez d'abord par montrer que la philosophie donc, est une activité critique. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous ne pouvez pas annoncer quelque chose au début, n'est-ce pas, de votre plan. Vous êtes dans votre développement, vous commencez par ce par quoi vous avez terminé. Oui. Ça, ce n'est pas logique. Donc, il faut être logique, il faut être cohérent. Ce que vous avez annoncé en premier lieu, si vous arrivez au plan, respectez ce que vous annoncez donc, dans le plan là. Ce que vous avez annoncé donc, en deuxième lieu dans le plan, respectez cette partie également dans la deuxième partie. Okay. Ça c'est la deuxième, je ne sais pas la troisième chose donc, à faire. Une quatrième chose à faire, c'est de veiller à l'équilibre. À l'équilibre des parties. Vous ne pouvez pas dans la première partie développer la thèse en 2 paragraphes ou en 1 paragraphe, et dans la deuxième partie, vous développez l'antithèse en 2 paragraphes ou 3 paragraphes. Ce ne serait pas cohérent. Donc il faut respecter l'équilibre des parties. Cela veut dire que si vous avez développé la thèse en 2 parties, en 2 paragraphes, l'antithèse aussi développez ça en 2 paragraphes. Si vous avez développé la thèse en 3 paragraphes, l'antithèse doit avoir également 3 paragraphes. Voilà comment l'élève peut réussir donc, le sujet de dissertation, sans pour autant oublier les différents moments clés de la dissertation, surtout dans le développement. Vous développez la première idée, l'élève développe la première idée, après avoir fini de donner les 2, en tout cas, idées centrales, les avoir argumentées, les avoir illustrées, l'élève doit faire ce qu'on appelle une conclusion partielle. Cette conclusion partielle, elle résume ce qui a été dit donc, dans la première partie. Mais après cette conclusion partielle, l'élève maintenant doit faire ce qu'on appelle une phase de transition pour passer à la deuxième partie. En disant, cependant, même si la philosophie est une activité critique, elle ne reste pas qu'une activité critique. Ou bien elle peut également être entendue comme. Cela veut dire qu'il n'est pas en train de réfuter catégoriquement ce qu'il a dit dans la thèse, mais il est en train de conserver ça et de le dépasser. Donc l'antithèse est un moment de dépassement de la thèse et non pas un moment de réfutation totale de la thèse. Donc l'élève doit en réalité prendre en charge donc, son développement en respectant donc, cette méthodologie, en respectant ces différents moments. Donc, en fait d'avoir fini la première partie, conclusion partielle, phase de transition, vous continuez avec la deuxième partie. Et à la fin de la deuxième partie aussi, ne pas oublier la conclusion partielle. Et si je termine donc cette deuxième partie par la conclusion partielle, puisqu'il n'a pas une troisième partie, s'il ne l'a pas, donc il passe donc à la conclusion finale. Et la conclusion finale, là je reviens un peu sur la méthodologie, donc la conclusion, c'est d'abord faire le bilan, donc dans le cadre de la dissertation, faire le bilan, et dans le bilan, il faut faire ce que moi j'appelle la somme des conclusions partielles. Dans la première partie, vous avez fait une conclusion partielle, dans la deuxième partie, vous avez fait une conclusion partielle, vous rappelez donc les différentes conclusions partielles, vous avez votre bilan. Maintenant, après avoir fait le bilan, vous donnez ce qu'on appelle votre point de vue. L'élève donne son point de vue. Il dit ce qu'il pense à partir donc, des expressions courantes qu'on utilise en disant par exemple en ce qui nous concerne, ou bien nous concernant, ou bien à notre avis. Nous pensons que la philosophie n'est pas qu'une activité par exemple. C'est-à-dire qu'il donne en réalité son point de vue par rapport à la question posée dans le sujet. Et après cela, il y a une troisième partie donc, de la conclusion qui est appelée perspective. Mais cette partie-là, cette troisième partie-là, elle n'est pas obligatoire. Si l'élève sent que quand il l'a fait, quand il fait cette troisième partie-là, ça va nuire à son travail, il ne la passe pas. Mais s'il sent que vraiment sa question est pertinente,
je pense que ce serait bon de le faire parce que ça va lui apporter des points. Oui. Voilà en gros donc ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut dire par rapport donc à l'épreuve de dissertation. Voilà, donc merci beaucoup M. Sow. Donc comme vous l'avez si bien dit, donc les différentes parties peuvent être la thèse, l'antithèse. Mais on voit certains élèves penser, n'est-ce pas, à la synthèse. Bien sûr. Donc, est-ce que après l'antithèse, après la thèse et l'antithèse, est-ce que forcément l'élève doit amener ce qu'on appelle la synthèse avant d'aller à la conclusion? Merci, question pertinente dans la mesure où c'est assez récurrent, c'est assez fréquent que vous ayez, n'est-ce pas, un plan, ce qu'on appelle un plan dialectique. Thèse, antithèse et synthèse. Ce qui veut dire que l'élève va commencer d'abord par expliquer la thèse avec des arguments à l'appui et des illustrations. Ensuite, il va donner une antithèse qui va venir à dépasser maintenant la thèse, mais peut-être il pourra finir par la synthèse qui constitue un moment de résumé, un moment, n'est-ce pas, non pas de reprise totale de la thèse, mais c'est un moment pendant lequel l'élève fait un rapprochement entre la thèse et l'antithèse. Mais nous, en tout cas, on ne tient pas trop rigueur sur ça. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, dans la synthèse, l'élève peut avoir, en tout cas, peut reprendre ce qu'il a dit dans la thèse et dans l'antithèse. Et s'il le fait, c'est une sorte de répétition. Et pourquoi on dit que la synthèse n'est pas obligatoire dans donc, votre développement. Si vous sentez en tout cas la possibilité de le faire, l'élève peut le faire. Mais en revanche, s'il pense qu'il n'a pas assez d'arguments, qu'il attende dans la conclusion, faire la synthèse là-bas. Parce que le bilan n'est rien d'autre que la synthèse, c'est-à-dire le résumé donc de l'explication, le résumé donc de la thèse et de l'antithèse. Voilà. Ça, c'est dans le cadre d'un plan dialectique. Alors, quels sont les autres plans qu'on peut avoir? Oui, il y a d'autres plans. Il y a ce qu'on appelle le plan comparatif, il y a le plan analytique, n'est-ce pas, où on demande d'analyser des propos, expliquer des propos. Et dans ce sens-là, on ne demande pas donc de faire une thèse, une antithèse, mais d'expliquer seulement les propos peut-être en deux parties, mais deux parties qui ne sont pas forcément contradictoires, ou les deux parties dans lesquelles on ne sent pas un dépassement. Mais ce sont deux idées tout simplement qui viennent conforter donc l'idée, n'est-ce pas, défendue, qui semble être défendue dans le sujet. Mais ce qui est plus fréquent, actuellement, en tout cas au baccalauréat, en philosophie, c'est le plan dialectique, thèse et antithèse. D'ailleurs, le sujet se formule de deux manières. On dit par exemple, on donne une idée, la philosophie est une entreprise de déconstruction et de reconstruction. Point. Qu'en pensez-vous? Là, quand on dit qu'en pensez-vous, ou partagez-vous cette affirmation, on est en quelque sorte dans un plan dialectique. Thèse, antithèse et peut-être synthèse. En revanche, dans le deuxième sujet de dissertation également qui est proposé, ce sujet-là est formulé donc par interrogation. Là où par exemple on a la philosophie une entreprise de déconstruction et de reconstruction, on pourrait maintenant dans le deuxième sujet dire par exemple la philosophie est-elle contre la croyance? C'est une question, point d'interrogation. Cette question-là aussi, elle invite à avoir une attitude, n'est-ce pas, dialectique en quelque sorte à l'égard du sujet, thèse, antithèse et synthèse. Donc le plus souvent, les types de dissertation, en tout cas, depuis plusieurs années maintenant en philosophie, on donne des sujets à orientation dialectique. Donc les élèves sont appelés donc à avoir une thèse, une antithèse et peut-être une synthèse. Au cas échéant, donc, ils attendent la synthèse dans la conclusion. Voilà. Donc j'espère que les élèves actuellement qui nous suivent ont un peu saisi les explications de M. Sow par rapport, n'est-ce pas, à la dissertation philosophique. Donc on va entamer le commentaire pour terminer, M. Diallo. Voilà, donc on va revenir sur le commentaire. Donc M. Sow, là aussi, comment réussir son commentaire au bac? Merci, le commentaire également est un exercice de réflexion. Basé sur un texte. Là, à la différence donc de la dissertation,
qui se compose de deux, en tout cas, sujets, où il y a une affirmation suivie d'une question, et également un autre sujet qui se formule de manière interrogative. Le commentaire, lui, se base sur un texte. La réflexion ici trouve un prétexte, et le prétexte, c'est le texte. C'est ce texte-là qu'il convient d'expliquer, qu'il convient également de discuter. Le commentaire, pour commenter un texte, c'est quoi? C'est de l'expliquer et de le discuter. D'ailleurs, la consigne qui accompagne donc, le texte, c'est expliquer puis discuter, discuter le texte. N'est-ce pas? Oui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un travail préalable qui attend. S'il y a deux phases donc, dans le commentaire, mais précisément dans le développement. Parce que le commentaire aussi, à l'image de la dissertation, se comporte d'abord de trois parties. Il y a une introduction, il y a un développement, il y a une conclusion. Et les élèves savent ce qui leur attend effectivement dans l'introduction. C'est d'identifier le thème, de formuler la question ou ce qu'on appelle le problème philosophique, de donner la thèse défendue par l'auteur et d'avancer le plan. 4 phases obligatoires. Mais l'élève peut tomber sur un texte où il y a des informations qui sont contenues au bas du texte, c'est-à-dire des notes de référence. Par exemple, on dit, après le nom de l'auteur, on donne par exemple le titre de l'ouvrage. Et la page par exemple. Là, dans ce cas de figure, l'élève doit faire ce qu'on appelle la situation d'abord avant de l'élève. Dans ce cas de figure, il y aura 4 phases. Situation du texte, thème, question ou problème philosophique, thèse et plan du texte. C'est-à-dire situation du texte. N'est-ce pas? Maintenant, après cette circulation du texte, ou après donc, cette introduction, l'élève doit commencer maintenant le corps du devoir. Et le corps du devoir se compose de 2 phases. Explication et discussion. Explication et discussion. L'élève doit commencer d'abord par expliquer le texte et finir par le discuter. Qu'est-ce qu'on explique dans le texte? Ce sont les idées secondaires qu'on explique dans le texte. C'est-à-dire ce qu'on appelle les différents centres d'intérêt. Parce que dans l'introduction, on se rappelle que l'élève va faire ce qu'on appelle une circulation du texte. En disant par exemple que ce texte peut être structuré ou ce texte tourne autour de 2 centres d'intérêt, de 2 parties. Par exemple, dans la première partie, l'auteur montre que, par exemple, si on prend un texte de Platon, l'auteur montre par exemple que l'auteur montre par exemple que les dieux et les ignorants ne philosophent pas. Dans la deuxième partie, Platon souligne que, n'est-ce pas, ce sont seulement ceux qui ne sont ni savants ni ignorants qui sont philosophes ou bien qui peuvent philosopher. Alors, dans l'explication, l'élève va commencer par expliquer la première idée secondaire, c'est-à-dire le premier centre d'intérêt. C'est-à-dire là où Platon montre que les ignorants et les dieux ne philosophent pas. Mais en expliquant cela, en tout cas, selon la méthodologie que j'ai donnée à mes élèves, donc ils peuvent en réalité se poser 3 questions. Que fait l'auteur? Que dit l'auteur? Où il le dit? Que fait l'auteur? Quand il affirme par exemple quelque chose, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Peut-être qu'il est en train d'expliquer ce qui ne philosophe pas. Peut-être qu'il est en train de montrer ce qui ne philosophe pas. Peut-être qu'il est en train de caractériser par exemple la philosophie, etc. Maintenant, que dit l'auteur? Qu'est-ce qu'il dit à travers ce passage? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est ça, rendre clair, rendre lucide, rendre explicite un texte. Maintenant, c'est la réponse à la question que dit l'auteur. Maintenant, il y a une 3e question où il le dit. Cette question-là permet à l'élève maintenant de faire ce qu'on appelle la référence. Et si l'élève suit cette logique en répondant à la question pour chaque passage du texte, que fait l'auteur, que dit l'auteur, où il le dit, ça permet à l'élève de ne pas faire ce qu'on appelle un commentaire aérien. Un commentaire aérien, c'est quoi? C'est expliquer un texte, expliquer toutes les idées, mais sans aucune référence au texte. L'explication du texte se fait en même temps, on avance, en même temps qu'on explique, on illustre à travers les propos de l'auteur. L'auteur qui est proposé au élève, et non pas par un autre auteur qui n'est pas, en tout cas, celui qui est proposé donc, dans
dans le texte. Ce qui veut dire quoi? Pour éviter de faire un commentaire aérien, il faut suivre cette logique-là. Il faut donc expliquer et citer le texte. Oui. Tout au long de l'explication, on part du texte et on revient au texte. Oui. Donc après avoir expliqué la première idée essentielle, on continue, d'abord on tire une conclusion partielle. Oui. Bref, de ce qui précède, on retient que, vous rappelez là, l'idée générale. L'idée secondaire expliquée. Oui. Ensuite, vous continuez avec la deuxième idée seconde, c'est-à-dire le deuxième centre d'intérêt. Vous faites la même chose. Oui. Donc, vous répondez à ces trois questions. Que fait l'auteur, que dit l'auteur, où il le dit. Là également, en le faisant, à la fin, donc, on tire une conclusion partielle. Et finalement, après avoir donné l'explication du texte et après avoir fait la conclusion partielle, on passe maintenant à la discussion. La discussion, il y a deux façons de le faire. Soit on montre les mérites du texte, ce qui fait vraiment l'intérêt du texte, ce qui fait que le texte est intéressant. Et là, on se donne une attitude en réalité d'accord à l'égard donc de la pensée de l'auteur. On montre qu'on est d'accord, on est d'avis avec l'auteur. Oui. Mais dans ce sens-là, on amène d'autres arguments pour conforter la thèse de l'auteur. Parce que la thèse qu'on critique, c'est la thèse qu'on discute. Discuter n'est pas forcément s'opposer. Oui. Discuter peut-être non seulement s'opposer, mais ça peut être aussi montrer notre accord par rapport donc à la pensée de l'auteur. Donc la première option possible, c'est de montrer notre accord, de montrer qu'on accompagne la thèse de l'auteur. Mais dans ce sens-là, on va amener d'autres arguments qui ne sont pas dans le texte, peut-être qui sont de l'auteur ou bien qui sont de notre auteur, mais qui viennent conforter la thèse de l'auteur qui vous est proposée. Maintenant, la deuxième possibilité, si on n'accompagne pas la thèse de l'auteur, on peut maintenant s'opposer à la thèse de l'auteur, mais dans ce sens-là, on peut donner une sorte d'identité donc à la thèse de l'auteur. Par exemple, si on dit l'auteur a montré, par exemple, que dans son texte, que la philosophie donc, est une activité critique, une activité de déconstruction, de remise en question des sceptiques. Maintenant, quand vous voulez par exemple vous opposer, vous pouvez montrer par exemple que la philosophie n'est pas simplement une activité de déconstruction, ou bien que le philosophe ne cherche pas toujours à déconstruire les sceptiques. Les sceptiques, par exemple, il faut parfois se positionner en tant qu'éclaireur des sceptiques, en tant que quelqu'un qui cherche à consolider les sceptiques. Donc là, c'est une autre possibilité, n'est-ce pas, que l'élève peut avoir. Deux possibilités donc. Première possibilité ou première option, accompagner la thèse de l'auteur en invoquant d'autres idées ou d'autres arguments qui viennent conforter la thèse. Oui. Ou bien une autre option qui consiste à s'opposer à la pensée de l'auteur et à lui donner une antithèse. Mais tout au long de la discussion, on respecte le principe de la dissertation. Mais le principe ici de la dissertation, c'est idée, argument, exemple. Idée, argument, exemple. Ensuite, conclusion partielle. Voilà donc comment on réussit donc le commentaire. Maintenant, il y a des choses à éviter. C'est de faire ce qu'on appelle la paraphrase. La paraphrase, c'est de dire les mêmes mots du texte, d'utiliser par exemple des synonymes des mots du texte, de dire qu'on est en train d'expliquer. Ou bien de reprendre les mots de l'auteur. Si on va reprendre les mots de l'auteur, il faut les mettre entre guillemets. C'est comme ça que l'explication fonctionne. Donc il faut éviter la paraphrase, éviter ce qu'on appelle le commentaire aérien. Expliquer un texte sans le citer, c'est à éviter. Donc ce qu'il faut faire, c'est expliquer au fur et à mesure qu'on explique, on cite. Au fur et à mesure qu'on explique, on cite les propos de l'auteur qui sont dans le texte. Oui. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'on peut réussir dans le commentaire de texte philosophique. Voilà, merci beaucoup M. Sow. Je pense que Moustapha, on a un peu, n'est-ce pas, expliqué, n'est-ce pas, les grandes parties du carnaval qui ont été élaborées. Oui. Alors je pense que si vous le permettez bien, M. Sow peut donner son mot de la fin. Oui. Et éventuellement des conseils à l'endroit des candidats au baccalauréat. Effectivement. Allez, M. Sow. D'accord, merci. Mon dernier mot, mais en tout cas dernier mot, consiste tout d'abord à vous remercier d'abord. À remercier pour votre invitation, donc cette occasion que vous avez donnée. Moi personnellement,
mais également au potage, n'est-ce pas, de revenir sur l'essentiel ou sur la quintessence donc, du programme de philosophie et sur la manière dont ils doivent aborder donc l'épreuve de philosophie, n'est-ce pas, une fois donc que cette épreuve leur est soumise. Et c'est également l'occasion pour moi donc de dire aux élèves de ne pas paniquer, de garder le sang-froid, mais également d'être patient, d'être très prudent. On dit souvent que la prudence est mère de sûreté. L'élève doit être très prudent. Plus on est prudent, plus on est sûr de ce qu'on fait. Il ne faut pas se précipiter. L'élève doit éviter des sujets en apparence simples et en apparence faciles. La philosophie peut-elle se passer de la croyance? Hop, je vois philosophie, je vois croyance. Je fais un rapprochement entre philosophie et religion. Or, la croyance n'est pas forcément la croyance religieuse. Je peux avoir une croyance en moi, une croyance en mes parents, une croyance en mon leader religieux ou mon leader politique aussi. On peut avoir une croyance en ces gens. Par exemple, n'est-ce pas? Quelqu'un vous appelle, vous dites d'accord, je viens. Pourquoi vous le dites? C'est parce que vous avez espoir que vous pouvez vous lever pour aller. C'est une croyance. Donc la croyance ne renvoie pas forcément donc à la religion. Bien qu'il y a la religion là-dedans. Cependant, ça ne ramène pas à la religion. La croyance ne ramène pas donc à la religion. Donc les élèves doivent éviter les sujets en apparence simple. Ils doivent prendre le temps de lire tous les sujets. Pour chaque sujet qu'ils lisent, ils prennent le temps de noter les premières idées qui leur viennent en tête. De noter toutes ces idées-là, de continuer avec le deuxième sujet aussi, de noter toutes les idées qui leur viennent en tête, de continuer également avec le troisième sujet, de noter toutes les idées qui leur viennent en tête. Ça va leur permettre de faire le sondage, la balance entre les différents sujets. Quel est le sujet dans lequel j'ai précisé? Je prends ce sujet-là. C'est comme ça qu'on fait le choix. Donc, je leur exhorte à avoir un bon choix, à faire un bon choix, à ne pas se précipiter à faire donc un mauvais choix. Pourquoi? Parce que la précipitation vous mène à un mauvais choix. Et si vous êtes précipité, vous ne faites pas ce que Descartes appelle, n'est-ce pas, l'attitude de la preuve, donc l'esprit philosophique. Parce que Descartes, dans la société, dans toute action, dans toute œuvre humaine, Descartes préconise d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention. Donc, l'élève doit faire preuve de prudence pour ne pas croire qu'un sujet apparemment simple et facile. Les sujets apparemment simples peuvent, je dis bien peuvent, je ne dis pas qu'ils sont toujours difficiles, mais peuvent cacher quelque chose en tout cas de complexe. En tout cas, donc, l'élève doit faire très attention. Donc, voilà le conseil principal que je leur fais. L'autre conseil, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'éviter vraiment le stress. De ne pas penser que c'est difficile ou que c'est impossible. Qu'ils se disent que s'il y a, n'est-ce pas, un seul élève qui va réussir, ça va être moi. Et s'il y a 1000 élèves qui vont réussir, je ne ferai pas de ces 1000 élèves-là. L'élève doit avoir cette philosophie. Savoir que rien n'est impossible. Rien n'est impossible dans cette vie. Tout est possible. En tout cas, j'ai confiance en eux. Je pense qu'ils peuvent en tout cas s'en sortir. Donc, il suffit donc qu'ils appliquent des conseils et évitent ce qu'il y a à éviter. Je pense que donc ils peuvent réussir donc le dissertation ou leur commentaire. Et le reste, vraiment, je remercie également l'ensemble du personnel de Diaobé TV pour cette occasion, en tout cas, qui nous a été offerte, n'est-ce pas, pour en tout cas revenir un peu sur le programme de philosophie. Je vous remercie. Voilà, merci. Moustapha, votre mot de la fin. Voilà, merci M. Sow, professeur de philosophie au niveau du lycée de Diaobé. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, les potasses, on vous dit bon sens et que la réussite soit à vos côtés et no stress, comme le dit, hein, no stress. Merci, M. Ba. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre ici sur les antennes de Diaobé TV. Nous avions eu l'occasion de recevoir l'éminent professeur M. Sow, professeur de philosophie au lycée de Diaobé. Et j'espère que vous avez eu à profiter de cette belle occasion pour pouvoir, n'est-ce pas, préparer le baccalauréat. Et d'ici là, nous vous disons, n'est-ce pas, bonne chance et voilà, que la chance vous sourise. Merci beaucoup et à bientôt. Et après les épreuves,
Soyez sûr que vous avez fait ce que vous avez à faire. Vraiment, merci beaucoup, Et le reste monsieur. dépasse votre compétence. Laissez Dieu faire son travail.